Eh bien, bonjour Axel, on Bonjour, est vraiment bonjour ravis Kevin, bonjour à tous. de t'avoir avec nous ce soir. Alors comme je le disais justement, donc, tu es à l'origine de l'initiative Mapato. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore Oui. et de parler également évidemment de ton projet? Alors, je suis Axel Ayad, j'ai 34 ans. D'abord, je suis patiente. J'ai été diagnostiquée d'une première pathologie il y a plus de 10 ans. Et puis, au fur et à mesure, j'ai innové en tant que patiente. J'ai créé Mapato. Et puis, je me suis engagée. Je fais partie d'associations de patients aujourd'hui, que je représente dans une fédération d'associations de patients. Et puis, je suis aussi représentante des usagers, donc c'est-à-dire représentante de tous les patients d'un hôpital, au sein de l'hôpital Cochin, qui fait partie de la PHP. Voilà. Ok. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et ce qui est à l'origine plus concrètement de ce qui t'a amené là aujourd'hui? Je crois que d'ailleurs il y a des Ouais. petites... il y a des- Tout démarre par une association. Effectivement, moi, en tant que patiente, comme je disais, j'ai été diagnostiquée à 23 ans. Et puis, je suis partie à l'étranger en pensant que tout allait bien, que je n'allais pas avoir de problème ensuite. Et puis, en fait, ma maladie est revenue et s'est rappelée à mon bon souvenir. Donc, je suis rentrée en France. Et puis, j'ai choisi un job qui était en province, qui était à Dijon. Très bien, je veux reprendre un suivi médical et je prends un rendez-vous avec un gynécologue au hasard, la première qui était disponible, la plus proche de chez moi. Et là, malheur, en fait, quand je lui explique effectivement que j'ai été opérée, que je connais ma pathologie, etc., et que j'ai des douleurs et que j'aimerais savoir comment on pourrait améliorer les choses, elle m'explique que ça ne sert à rien de venir, que de toute façon, j'ai été diagnostiquée, que j'aurais mal toute ma vie. Donc, ça ne servait à rien de revenir la voir. Oui, Donc, je suis sortie de là, c'était le jour de mes 25 ans. Je me suis mise à pleurer en me disant « mais c'est pas possible, j'ai que 25 ans, je vais être ballottée comme ça et puis me prendre des portes, c'est pas possible ». Et donc du coup, je me suis rapprochée d'associations, dont l'association Endomide, qui a été la première association qui a confirmé effectivement qu'il y avait un problème et qu'elles étaient sollicitées principalement par des patients qui cherchaient des professionnels de santé qui ont été formés à leur pathologie et qui la prennent en charge. Jusqu'à très récemment, l'endométriose, par exemple, n'était pas au programme de médecine. Ouais, moi, je l'ai appris, c'était la première promo où justement on avait un chapitre là-dessus. Voilà, donc du coup, il y a énormément de médecins et gynécologues qui n'ont pas été formés à la pathologie. Et donc en face, 10% des femmes qui sont atteintes d'endométriose qui peuvent se prendre des murs. Et donc, partant de ce constat, je me suis dit, mais c'est pas possible. Si moi je ressens ça, si en parlant à des associations, à d'autres patients, il y a le même retour, c'est quand même fou aujourd'hui qu'on n'ait pas juste un simple annuaire, non pas de spécialité, donc gynécologue, cardiologue, médecin généraliste, mais par pathologie. Parce qu'aujourd'hui, il existe plus de 3000 pathologies si on considère les maladies rares. Les maladies chroniques, il n'y a rien de rare, hein, c'est un Français sur 3 qui est concerné. Donc je me suis dit comment on pourrait améliorer les choses. Et puis en termes d'impact et de conscience de notre système de santé, je ne me voyais pas moi faire du nomadisme médical en prenant des rendez-vous comme ça, en me disant bah non, lui il ne me convient pas, il ne me connaît pas, donc je vais... Voilà, c'est l'errance post-diagnostic. Je me dis si moi, à mon niveau, toute ma vie, pendant 40 ans, j'ai ce problème, multiplié par les 20 millions de Français, concrètement, nous, les malades chroniques, on va dans le mur et on va emmener le système de santé avec nous. En me disant quelque chose low-tech, voilà, encore une fois. Ce sera le mot de la soirée. Maintenant, on fait de la deep tech, donc je vais l'expliquer, mais voilà, en partant de quelque chose de très simple, de comment on peut construire cet annuaire. Donc pendant 1 an, j'ai travaillé sur ce sujet, et puis en 2019, c'est ce qu'on voit sur les diapos, voilà, l'émergence du projet avec un premier annuaire de médecins recommandés par des patients et des associations. Derrière, il y a 1 an de travail avec le ministère de la Santé, avec les ordres professionnels, avec la CNIL, avec la sécurité sociale pour bien construire un processus qui convienne à tous et qui soit juridiquement, légalement baqué pour qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi. Parce qu'on rappelle, c'est ça. Il y a la question du non-droit à faire de la publicité pour les médecins. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on peut contourner un peu ça et si tu veux en dire 2 mots. Exactement. En fait, au départ, je me suis dit, c'est fantastique, on a juste à demander aux médecins de nous dire. C'est quand même pas très compliqué. Et
Et en fait, non, parce que voilà, il y a une possibilité de faire de la publicité. Donc, on s'est dit, mais comment on pourrait faire différemment? Et j'ai proposé aux ordres et au ministère de passer par les associations de patients. Donc, ce sont les associations qui nous recommandent les médecins, et les médecins ensuite sont contactés pour vérifier l'information, vérifier qu'ils sont d'accord pour apparaître, confirmer certaines informations concernant leur prise en charge. Et comme ça, on évite justement cette problématique de la publicité. Donc là, on voit depuis que ça a beaucoup évolué, la première photo que vous voyez avec le chronomètre, c'est en 2018, la première fois justement que je prenais la parole sur le fait que ce qui est très frustrant quand on est malade, c'est qu'on n'a que 15 minutes tous les 6 mois pour s'exprimer sur les 6 derniers mois et poser des questions sur les 6 prochains. Et surtout de ne rien oublier, et comment on fait justement pour que le malade chronique qui vit avec sa pathologie soit prêt. Et c'est comme ça que récemment, on a lancé sur Mapato une fonctionnalité de pré-consultation, de préparation de consultation et de compte-rendu post-consultation, qu'on a travaillé avec des médecins, où on pose des questions aux malades chroniques pour qu'ils soient vraiment prêts, qu'ils se soient posés toutes les questions et qu'ils soient hyper efficaces, et qu'il n'ait pas ce fameux symptôme du « Ah oui, docteur, j'avais oublié, j'ai encore quelque chose à vous dire ». Ah bah non, revenez dans 6 mois, on en reparle. Et sur le compte-rendu, c'est de se dire... Ils ne sont pas tous comme ça, les patients. Mais bon, on essaye de te l'éviter, Martial. Donc, du coup, c'est à ça que ça sert. Et puis après, vous voyez, c'était... Mapato, c'est une très belle reconnaissance et une réussite parce que voilà, on a eu des prix, on a eu le prix Coup de cœur de la Poste, on a eu un prix du Crédit Agricole, j'ai pitché devant l'Agence régionale de santé Île-de-France. Là, vous voyez la petite dame blonde, ce n'est que Brigitte Macron qui était très intéressée par Mapato. Et puis, à l'occasion de cette innovation et de ce besoin, j'ai écrit 2 livres. D'abord, un premier livre, vous voyez, avec PPDA, qui s'appelle L'Omnipatient. En fait, il alerte sur le fait qu'on se sente hyper seul quand on est malade. 60% des malades chroniques estiment qu'ils se sentent vraiment, vraiment seuls. Chez les femmes atteintes d'endométriose, il y a 50% de risque supplémentaire de se suicider. Donc, il y a un vrai enjeu à communiquer sur la pathologie et à être entouré, alors qu'au final, on est 20 millions. Donc, c'est un peu le paradoxe de se dire comment je peux me sentir aussi seule alors qu'on est autant, et d'arrêter de voir les malades chroniques comme des faibles, mais plutôt des super-héros. Parce qu'on n'est pas un Français sur 3 à ne pas travailler, à ne pas avoir d'enfants, à ne pas avoir de maison, à ne pas construire. Donc, on est un peu des super-héros cachés. Et je pense parallèle en disant, nous, on a 3 fois 8. Normalement, on a 8 heures de repos, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. Mais un malade chronique, dans tout ça, il doit mettre ses traitements, aller à la pharmacie, aller voir son médecin, expliquer la pathologie à sa famille, comprendre sa pathologie, les évolutions, etc. Donc, on est un peu des super-héros cachés. Et je crois que justement, c'était par rapport... je sais pas si... Ah oui, c'était quand tu avais présenté à Vivatech, c'est ça? Ouais, donc là, 5 ans après, Mapato, c'est quoi? Partant d'une idée, c'est 100 000 personnes inscrites et utilisatrices. On a 120 pathologies disponibles. C'est plus de 7000 recommandations de médecins, c'est des milliers de contenus disponibles. Et donc, c'est une plateforme aujourd'hui et une application mobile qui permet de trouver, donc là, on utilise la Deep Tech grâce à des algorithmes, du contenu qui est vraiment spécifique pour moi, donc en fonction de mes pathologies, de mon âge, de mon département, de mon pays. On va vraiment cibler les personnes en fonction de ce qu'elles souhaiteraient avoir comme information. On a cette fameuse préparation de consultation, on a ces annuaires de professionnels, et demain, on va ouvrir un forum. Alors justement, je crois que tu voulais nous parler de ça, Ouais. Des témoignages de patients, parce qu'il y a aussi l'idée qu'on peut aussi trouver de la force dans le collectif. Ouais. Et je crois que tu nous avais envoyé d'ailleurs une vidéo. Oui, exactement. Donc, on a Clélia. Donc, on a créé ce qu'on appelle les Mapato Stories, c'est-à-dire qu'on donne la parole aux patients. Ils sont disponibles sur le site internet. Et puis après, justement parce qu'on a des patients qui ont bien voulu s'exprimer. Et donc, on va voir Clélia qui est atteinte de mucoviscidose et qui nous explique comment elle vit avec la pathologie. Hello, moi c'est Clélia, j'ai 23 ans et à l'âge de mes 6 ans, on m'a diagnostiqué une mucoviscidose. Donc la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui s'attaque progressivement à mes poumons et à mon appareil digestif.
Vivre au quotidien avec la mucoviscidose, déjà c'est se lever chaque matin avec une vingtaine de médicaments à prendre au cours de la journée. Donc ça peut être des médicaments pour mon système digestif, ça peut être des traitements pour mes poumons comme par exemple les aérosols, ça peut être également des vitamines, voire des cures d'antibiotiques en période d'infection. Avoir la mucoviscidose, c'est également avoir des soins quotidiens. Donc dans mon cas, j'ai des séances de kinésie respiratoire tous les jours qui durent entre 30 minutes voire 1 heure quand ça va un petit peu moins bien. J'ai également des consultations à l'hôpital tous les 3 mois pour contrôler mon état de santé. Donc être atteint de la mucoviscidose, je pense que c'est être un minimum organisé. Je ne peux pas me permettre de partir en vacances comme n'importe qui du jour au lendemain. Ça se prépare un minimum à l'avance. Et par exemple, j'ai cette grosse boîte de médicaments qui me suit absolument partout où je vais. Ce qui m'aide à garder le moral chaque jour avec cette maladie, je dirais que c'est parce que j'arrive à faire de cette maladie une force plus qu'une faiblesse. Le fait d'avoir une vie à côté de la maladie, d'aller à l'école par exemple, de faire des études, d'être bien entouré, d'avoir des projets personnels ou bien professionnels, de se donner chaque jour toujours plus d'objectifs à atteindre, des objectifs qui nous rendent fiers, qui nous rendent plus forts. Je pense que c'est vraiment tout ça qui me tire vers le haut dans mes moments les plus difficiles. Si j'avais un message à faire passer aujourd'hui à tous ceux qui me regardent, je leur dirais tout simplement de ne pas perdre espoir, de ne jamais baisser les bras et puis surtout de profiter de chaque instant, de savourer chaque petit plaisir de la vie et puis bien sûr de prendre soin de sa santé parce que je pense qu'il n'y a rien de plus incroyable que de se sentir en vie. Ça montre finalement aussi l'importance de partager, c'est ce qu'on disait, de partager sa parole, de voir en fait que quand on est malade, en fait on est un ensemble, et notamment quand on est malade chronique, on est un gros ensemble, et que c'est important de pouvoir se retrouver autour de ça. Tout à fait. Et donc sur Mapato, il y a plein de vignettes comme ça de patients qui témoignent de leur pathologie en accès libre. Je veux dire, c'est pas réservé aux membres, il n'y a pas un accès membre pour les patients. Alors les patients s'inscrivent gratuitement. Tout est gratuit pour le patient et tu configures ton accès avec les pathologies que tu as, qui te concernent, donc celles de tes enfants, celles de tes parents, celles de ton conjoint ou ta conjointe. Et puis, tu vas avoir accès à tout ça. Donc, tu vas trouver des livres, des podcasts, des témoignages. On a trouvé aussi hyper pertinent de faire de la prévention sur les pathologies. On utilise des émojis pour expliquer les symptômes des pathologies. Et ça a été récupéré par une association en Afrique qui va les utiliser dans les dispensaires pour les populations illettrées. Parce que justement, faire de la prévention avec des textes très compliqués, c'est pas forcément d'impact. Donc là, avec des émojis, on montre de façon très simple et puis et ça match. Et tu voulais nous parler justement de la slide qui vient de... Et du coup, ça, c'est l'apothéose. Quand on est une innovation, quand on est patient, parce qu'on... j'avais l'impression d'être vraiment sur un château de cartes pendant des années. On m'a souvent demandé, mais quelle est ta légitimité C'est horrible, quoi. Quand tu es une patiente, quand tu es concernée, t'es qui Aujourd'hui, encore, l'innovation dans le monde de la santé, c'est souvent des pharmaciens, des médecins, des professionnels de santé qui ont décidé d'aller de faire leur carrière dans la santé. Quand on est patient, ça nous tombe dessus. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a quand même peu d'initiatives prises par les patients. Donc, pour ça, on a créé le prix Happy Patient. Donc, tous les ans, on remet une dizaine de prix à des patients qui se sont engagés pour d'autres à innover. Donc, je vous invite à aller sur le site Happy Patient. Vous verrez des super projets qu'on met en avant. En lien pour aller le voir. Avec grand plaisir. Et puis, donc ça, c'est la reconnaissance du monde étatique, des institutionnels. Mapato a été la première société à être référencée dans Mon Espace Santé. Donc, on a fait tout le parcours sur plus de 150 critères. On a été audité par la CNIL, par le ministère, par l'assurance maladie sur la pertinence, sur le fait qu'on soit accessible en bas débit, qu'on ait une charte environnementale, qu'on soit une entreprise zéro déplacement. On parlait de fin du numérique il y a quelques minutes. On en reparlera très probablement après. Et c'est exactement ça, en fait. C'est fou. Mais quand je me suis lancée, je me suis dit, bon, ça vient de sortir, Mon Espace Santé vient de sortir, il va y avoir un catalogue de services reconnus. Donc, allons-y, regardons.
Et je me suis dit, jamais on arrivera à répondre à tous ces critères. C'est limité pour des énormes boîtes qui ont des grosses équipes. Et en fait, on s'est lancé. Et vous l'avez fait. Et on l'a fait. Et on a des personnes du ministère qui ont été vraiment tellement adorables, qui nous ont pris la main en disant, mais si, on va y arriver. Donc, ils nous ont dit, il faut modifier ça. Et en fait, ils voyaient à tel point on était motivés et on voulait être vraiment dans les clous. Ouais, ils ont été géniaux. Et en fait, on était vraiment en juin dernier. Ils nous ont dit, vous êtes la première entreprise à être prête pour passer en commission. Et à la commission, la première commission avec Thomas Fatome, avec le président de France Asso Santé, etc., ils ont regardé le projet et ils ont validé l'intérêt de mettre Mapato dans ce catalogue. Aujourd'hui, il y a, je crois, moins d'une dizaine de services encore qui sont référencés et plus de 130 projets qui sont en demande de référencement. Donc pour un petit projet il y a 5 ans d'une fille qui a une difficulté à Dijon, au final, voilà. C'est une très belle aventure. Et en tout cas, merci énormément d'avoir partagé ça avec nous. Je ne sais pas si vous vouliez réagir, dans le chat aussi, vous pouvez réagir. Oui, dans le chat aussi, évidemment, n'hésitez pas à réagir si vous voulez poser des questions. En tout cas, c'est un modèle très inspirant que tu nous montres là ce soir. Antoine, désolé, on t'a coupé. Ce que ça m'évoque, c'est que ça montre une fois de plus, mais on l'avait vu. J'étais pas né, mais je suis de 85, mais l'épidémie du sida dans les années 80, je pense que le système de santé bougera réellement quand ce sera plus une question de médecins, de pharmaciens et d'infirmiers. C'est comme on crée un groupe, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, faire de la santé communautaire, utiliser le numérique, créer des communs pour demain prendre soin de ce commun qu'est la santé, par les principaux intéressés, qui sont les experts du vivre avec la maladie, même si nous, on peut se dire, on est expert de la maladie, ouais, pourquoi pas. Mais l'expérience patient, elle, est constructive, et enfin, chapeau, parce que ça devrait être ça pour tout le temps. Voilà. C'est pour moi, la vraie démocratie en santé, c'est ça. C'est quand les patients s'emparent de leur santé, s'emparent de leur système, et ne sont pas patients, ils ne sont pas attentistes, et ils sont acteurs, ils ont envie de se bouger, et c'est là où, en fait, ça marche, parce que nous, avec des tout petits budgets, ça a pris énormément. On a 60 assos qui nous soutiennent, alors qu'on me disait, mais non, il n'y a que toi, il n'y a aucun problème, sinon on aurait déjà changé le système. Voilà. Bon, je pense qu'il y a un travail à faire. Là, je prends ma casquette Fédération des maisons de santé, parce qu'on on fait la promotion de l'engagement des citoyens et des patients dans nos structures. Ça fait partie de notre cadre de maturité, c'est-à-dire que notre capacité à développer la santé communautaire est dans nos référentiels. En l'occurrence, c'est la HAS qui les édite. Mais on a fait un manifeste il y a quelques années avec France Asso Santé et on a été les seuls, grosso modo, à le faire. C'était en amont des élections, c'était histoire de mettre un coup pour dire, la refondation des soins primaires sur de nouvelles bases, l'inclusion des patients dans les structures, la prise en compte des spécificités territoriales pour mieux adapter l'offre aux besoins, etc. Je pense qu'il y a je suis content d'être là. Voilà, on va y aller, quoi. Merci beaucoup. Merci énormément, Axel, pour ton intervention. On espère pouvoir te revoir vite dans la fabrique des soignants et que tu puisses continuer à nous partager ce que va se développer Mapato. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Axel. Merci. Ah, je crois qu'il y avait juste, excuse-moi, une dernière question. Peut-être, Oli Bartley, connaissez-vous des organismes ou autres qui sont en mesure de soutenir de jeunes chercheurs dans le domaine de l'innovation publique à l'intérêt général de la santé? Avant de partir, Axel, si toi tu sais. Ou... De façon très large. Moi, en tant que start-up, je sais qu'il y a un dispositif dont on bénéficie. C'est que les jeunes docteurs, pour leur premier CDI, qui sont intégrés dans des entreprises, leur salaire est totalement pris en charge dans le cadre du crédit impôt recherche. C'est la thèse CIFRE. Non, c'est même pas la thèse CIFRE, c'est après. C'est des jeunes docteurs, ça s'appelle c'est le jeune docteur. D'accord. Ouais. Jeune docteur, c'est quoi un jeune docteur? Donc pas un docteur en sciences, pas un docteur en médecine. Donc c'est quelqu'un qui a fait une thèse, donc un bac+8, qui a soutenu sa thèse, donc qui a le diplôme docteur. Donc nous, par exemple, on va intégrer un docteur en IA. Du coup, il a fait un post-doc en CDD, mais nous, on va le recruter pour son premier CDI. Et dans le cadre d'un crédit impôt recherche. Et dans le cadre du crédit impôt recherche, on va avoir son salaire qui sera totalement récupéré. Après, il faut quand même avoir la trésorerie parce qu'on le récupère 18 mois plus tard. Mais en tout cas... écoute, très intéressant, on va se renseigner. On vous mettra dans le chat si on trouve effectivement toutes ces informations. La question est beaucoup plus large que ça. Mais on va se contribution. Merci beaucoup en tout cas pour ta réponse. Et puis on te dit à bientôt. Oui, merci.